L'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. Comment la Guinée a-t-elle été peuplée? C'est là-dessus que le professeur Bano Bari a écrit. Et c'est là-dessus que nous lui posons des questions ce matin puisqu'il est notre invité. Professeur Bari, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission Mirador. Vous n'êtes pas à votre première fois. Alors, première question, Talibé. Bonjour, professeur. Et cet article nous a beaucoup intéressé. Et la première question que nous vous posons, quand et comment vous est venue l'idée d'écrire cette contribution intitulée « Comment la Guinée a-t-elle été peuplée ?» Quand il y a cela très longtemps, en fait, depuis pratiquement les années 2000, depuis 91, vous vous rappelez des élections législatives, communales qui avaient eu lieu à Zérékoré, où l'époque des bleus-bleus. Oui, on avait dit que les autochtones, qu'il ne fallait pas laisser aux autochtones, que les autochtones ne devaient pas laisser aux allogènes le soin de diriger. Et puis les années 2010, avec tout ce que cela suppose de tensions dans ce pays, moi ayant été de l'ancienne génération et donc ayant suivi des cours à l'université, un cours en particulier qui s'appelait Histoire de la mise en place des populations guinéennes, un cours qui avait été initié par Djibril Tamsir, qui a été repris par la suite par Zeynoul Abidine Sanoussi, et puis dont on a changé après l'intitulé. En sociologie, on l'appelle Sociologie de Guinée, en histoire, on l'appelle Histoire de Guinée. En réalité, il s'agit du même cours. En fait, c'est l'histoire de la mise en place des populations. Et donc, je me suis dit que probablement, si certains parlent, et puisqu'on ne peut pas empêcher les gens de parler, c'est parce que probablement, ils ne sont pas bien informés. Et ce cours étant disponible à l'université, je me suis dit, bon, je vais le rendre public. Et quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que le cours n'était pas suffisant et qu'il fallait faire des recherches complémentaires. C'est ce que j'ai fait avant de publier ce document. Voilà. Bien, on va continuer. Alors, monsieur professeur Alpha Amadou Bano Bari, comment la Guinée a-t-elle été peuplée? N'est-ce pas un titre trop prudent pour un travail aussi fouillé? Quelles sont les difficultés que vous avez eu à produire cette contribution sur un sujet aussi sensible, professeur? La plus grande difficulté, c'est de retrouver les mémoires. Vous savez, après le 3 avril 1984, le fonds documentaire de la Première République a été éparpillé. Lorsque j'ai commencé cet article, je cherchais des mémoires et je me suis rendu compte que certaines des mémoires sont à Sandervalia, au musée. D'autres sont dans les caveaux du Palais du Peuple. D'autres ont disparu entre Gamal Abdel Nasser et l'université de Sonfonia. Il y en a d'autres aussi au niveau des archives nationales. Et puis, il a fallu aussi me connecter pour aller au niveau des archives de la France, pour aller chercher des documents. Donc, la grande difficulté, c'est vraiment de trouver la documentation. Puisque moi, je n'étais pas censé aller sur le terrain pour interroger. En fait, le travail consistait à lire ce qui a été écrit et à trouver un juste milieu, à faire une synthèse, à ordonner et à essayer de balayer le plus largement possible pour que toutes les populations qui habitent actuellement la Guinée se retrouvent dedans. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible, ça n'a pas été possible. Il y a des populations sur lesquelles, quand l'article est sorti, on m'a appelé pour me dire les Téménés ne sont pas dedans. J'avoue que je n'ai pas eu suffisamment de documentation là-dessus. Et puis, je ne suis pas censé remplacer tous les Guinéens. Et les Téménés, ils sont où géographiquement? Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus en Sierra Leone. D'accord. Historiquement, ils étaient dans la zone de Koya, Forêt-Karia.
Et puis, par la pression, et vous Voire avez même Conakry. Oui, Conakry, et vous Une savez, bonne il y a partie de à côté, Tombolia. voilà, à Et côté à Kipé aussi. à côté du camp camp Samori, le quartier qu'on appelle Temenetai, c'est en fait leur lieu d'habitation. Et ce n'est pas pour rien, c'est en face de la mer. Et de l'autre côté, il y a la Sierra Leone. Ce sont des gens qui sont dans la pêche D'accord. et qu'ils ont la possibilité de naviguer entre ces deux zones. Voilà. Et qui Mais porte est-ce un nom qu'il y a les guinéen. Limbang aussi dans votre recherche? Est-ce que Non. vous avez retrouvé les Limbang J'ai pas travaillé qui sur... peuplent Wurekaba? Oui, j'ai pas travaillé. Alors, c'est la même chose. Ils sont eux aussi, ils sont à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. J'ai travaillé par exemple sur les Konyagi, mais de plus en plus, les Konyagi, les Bassari, les Bayaranké sont beaucoup plus nombreux du côté du Sénégal que du côté de la Guinée, parce qu'il y a beaucoup plus de perspectives économiques de l'autre côté de la frontière, avec le parc Nyokolo-Koba. La Guinée est en train de perdre une partie des minorités qui existent sur le territoire parce que tout simplement de l'autre côté de la frontière, il y a des opportunités beaucoup plus importantes pour ces populations. Voilà, parce que la Guinée, ce n'est pas que la politique, c'est aussi sa sociologie, et c'est de cela que nous parlons avec Dr Bano. Si vous avez des questions autres que celles que nous posons, vous pouvez nous les envoyer, on va les relayer tout au long de cette partie. Oui, Lincoln, pour continuer. Alors, professeur, l'histoire et la sociologie du passé et la sociologie de l'histoire du présent. Est-ce une façon pour le sociologue que vous êtes de se protéger contre des éventuelles critiques d'une certaine opinion? Non, non. En fait, c'est une prudence académique. Bien. Quand vous traitez un sujet qui sort de votre spécialisation et vous avez des maîtres qui viennent de cette spécialité, il est préférable dans le texte de faire appel à leur indulgence, à leur compréhension, pour qu'ils puissent compléter, ajouter. Vous savez, les disciplines des sciences sociales et humaines sont très complémentaires. Il n'y a pas de bon sociologue sans avoir une bonne base en philosophie, en histoire, un peu en économie, en statistique. Vous ne pouvez pas être un bon historien si vous n'avez pas de bases dans d'autres disciplines. Je prends un exemple en droit. Un bon spécialiste en droit doit avoir une très bonne base en philosophie. Sinon, tu deviens un perroquet. Tu répètes des lois, mais tu ne peux pas analyser. D'ailleurs, si vous avez remarqué, sous la Première République, il y avait des binaires à l'université. Histoire, Philosophie. sociologie, philo-histoire, économie, mathématiques, ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, Histoire géo aussi. Histoire géo, c'est en fait la prise en charge de la complémentarité disciplinaire. Étant donné que, si vous voulez, moi je suis de l'ancienne formule, j'ai fait sciences sociales dans le premier degré. Avant de venir à l'université pour faire sociologie, j'ai préféré ne pas trop m'aventurer et surtout demander l'indulgence des spécialistes de la question. Parce que vous savez, quand je rédigeais ce document, j'ai rencontré des spécialistes en histoire et j'ai voulu que ce soit eux qui fassent ce document. Malheureusement, certains parmi eux m'ont fait valoir que, compte tenu du fait que nous sommes dans un pays où lorsque vous produisez, on vous insulte, ils préfèrent ne pas le faire. Donc Oui, j'ai absolument. pris la responsabilité sur moi. Donc vous avez Et voulu c'est une triste, associer des historiens et d'autres intellectuels à la Il y en production. a, il y a des historiens de qui cette m'ont lu contribution. et qui m'ont corrigé. Bien. Ouais. Lesquels, Des par gens- exemple? Non, je préfère ne pas le dire puisque je n'ai pas noté dans le document. Bien. Mamadou Djambalde, pour continuer. Professeur, vous écrivez, je vous cite, cet article est donc une façon de faire taire les scientifiques de certaines radios privées de Conakry, les insulteurs publics et les révisionnistes historiques qui brisent chaque fois qu'ils ouvrent la bouche ce qui reste de la Guinée, notre pays. Pourquoi cette phrase? C'est un cri de cœur. Un cri de cœur. Oui, c'est un cri de cœur. Celui dont le doctorat est vieux de 25 ans. Qui sait qu'il est plus facile de détruire que de construire un pays. Et qui sait que l'histoire de tous les pays, c'est une histoire arrangée pour permettre le vivre ensemble. Et je me suis rendu compte que
il y a plein de gens, dans les réseaux surtout dans les réseaux sociaux, qui sont devenus des spécialistes de l'histoire, de la sociologie, la politique, et qui parlent de tout, qui insultent tout le monde et qui détruisent tout. La Guinée est comme tous les pays, est un pays fragile. Il ne faut pas se leurrer. Malheureusement, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Il est très facile de détruire un pays, mais il est difficile de le construire et de le reconstruire. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec l'ivoirité. Si en plus de tous les autres problèmes, on a aussi le problème de la guinéinité, ça va devenir compliqué. Et vous savez, je vais vous dire une chose, nous avons jusqu'à présent, la Guinée a une chance. La chance de la Guinée, c'est que en dépit des problèmes que le pays a, des problèmes économiques, des problèmes politiques, c'est probablement l'un des rares pays où il n'y a aucun mouvement sécessionniste. Ce que les Guinéens veulent, c'est de vivre en Guinée et d'accéder à l'administration et aux fonctions de l'État guinéen. Nous n'avons dans aucune région des populations qui veulent sortir de la Guinée. C'est une chance énorme qu'il faut pouvoir garder, maintenir et propager. Parce qu'encore une fois de plus, détruire un pays, je peux vous garantir, comme détruire un bâtiment, c'est relativement simple, ça se fait en quelques minutes. Ouais. Professeur, Plutôt que de construire. vous savez, on dit que la nature a horreur du vide. Maintenant, des personnalités de votre trempe, des gens qui ont des pédigris vraiment enviables dans le domaine scientifique en Guinée, refusent de parler, de prendre la parole, ce qui ouvre la brèche à ceux que vous qualifiez ici d'insulteurs publics et de révisionnistes historiques. Ouais. Vous savez, nous ne refusons pas de parler. Peut-être que la stratégie... C'est pas pour vous couper, au Sénégal quand même, il y a des gens qui parlent, des scientifiques en Côte d'Ivoire, au Burkina, mais en Guinée, même dans la presse, il n'y a pas de doyen. Les gens, ils sont dans leur confort une fois nommés ministres, donc les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Alors, tout le monde n'est pas nommé ministre. Lorsque vous êtes ministre, vous êtes obligé d'avoir une parole de ministre. C'est la fonction qui commande la parole. Mais tout le monde n'est pas ministre. Il y en a d'autres qui ne sont pas ministres. En réalité, l'une des raisons pour lesquelles le peu d'intelligentsia du pays refuse de s'exprimer, c'est que l'approche jusqu'à présent que la presse a n'est pas la bonne. Si vous attendez que nous venions vers vous, nous ne viendrons pas. Ce n'est pas le premier article que je publie. J'ai publié, vous m'avez invité, je suis venu. J'ai publié un autre il y a de cela quelque temps, je ne sais pas si vous l'avez lu, sur le chômage des jeunes. C'est un travail de plus de 4 ans que j'ai publié, qui expliquait quels sont les problèmes liés à la question de l'emploi des jeunes. Personne ne m'a invité. Bien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voulez que je prenne mon téléphone et que je vous appelle pour dire « Appelez-moi, je vais parler » Non, on ne le fera pas. Aucun de nous ne le fera. Nous ne sollicitons pas. Mais l'autre facteur qui explique aussi, vous l'avez dit, peut-être que le côté presse l'est moindre, mais c'est le fait justement que une fois que vous avez extériorisé votre pensée sur un fait, qu'il soit politique ou économique ou social en Guinée, eh bien, il y a comme des charognards qui vous tombent dessus sur les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit. Vrai. Le plus souvent, c'est pour cela que ces intellos-là ne veulent pas s'exprimer. C'est vrai. Si vous prenez, vous avez quelqu'un qui, disons, a dépassé largement la cinquantaine. Vous avez des grands-enfants. Vous êtes devenu quelqu'un de très respectable dans votre communauté, dans votre famille. Et puis, vous parlez une fois et puis on vous insulte à longueur de journée partout. La famille se réunit et vous dit... Mais, taisez-vous. Taisez-vous. D'autant plus que celui qui vous insulte a l'âge de votre petit-fils. Et parfois, c'est des insultes de vulgarité. Moi, je regarde parfois les réseaux, je vois ce que les gens disent. Je dis, mais nous sommes dans quel pays? C'est-à-dire, vous savez, les réseaux sociaux ont libéré tous les gens que vous voyez dans les réseaux sociaux qui insultent sont des gens, s'ils sont en face de vous, n'osent pas lever la tête pour vous regarder.
c'est des gens timides, complexés. Les réseaux sociaux, c'est comme l'alcool. Les plus grands soulards sont toujours des gens d'abord complexés, qui étaient très timides. Et donc, on a libéré la parole. On a donné, la possibilité à des gens qui, dans les conditions normales, ne prendraient pas la parole, le soin d'insulter parce qu'ils sont dans l'anonymat. Quand ils sont derrière leur téléphone, personne ne les voit. Ils écrivent ce qu'ils ont envie. Donc, encore une fois de plus, quand des gens atteignent un certain niveau de responsabilité familiale, sociétale, c'est une tendance naturelle de protéger sa propre famille. Lorsque votre femme vous dit la nuit, on nous insulte à longueur de journée à cause de toi, en fin de compte, ce que tu fais, tu arrêtes de parler. Et vous n'êtes pas le premier à le signaler, Dr Makale l'a dit ici une fois, et donc comme pour dire que ce n'est pas... oui, Akumba, pour continuer l'interview. Oui, je pense que le docteur a raison, ce n'est pas la première fois qu'il signe des articles. Moi, j'ai eu des exercices sur un de ces articles. Comment frauder une élection? Comment voler une élection? Mais ceci n'est pas ma question. Docteur, vous dites, je cite, « J'ai pensé qu'il est temps que quelqu'un assume en puisant et rendant public une petite partie des travaux des historiens de Guinée. » Fin de citation. Votre article représente visiblement des résultats de plusieurs travaux de recherche. Est-ce que vous l'avez abordé un peu, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail comment vous avez procédé pour retrouver ces résultats? Moi, en tant qu'universitaire, ça m'intéresse. Ensuite, dans vos recherches, quelle est la zone la plus cosmopolite de la Guinée que vous avez dû dénicher? Parce que cela nous permettrait aussi d'avancer dans la réflexion à la suite de votre article. Alors, deux questions. Alors, la première, c'est, j'ai fait comme une femme qui fait la cuisine. J'ai déterminé la sauce que je voulais faire, sauce feuille. Je suis parti au marché. Le marché pour un chercheur, c'est la bibliothèque. J'ai acheté des condiments, c'est-à-dire les mémoires, je les ai cherchés. Et puis quand j'ai réuni tout, je suis revenu, j'ai allumé mon feu, mon ordinateur. Je lis, je prends des morceaux, je verse dedans. Je chauffe, je ferme, je fais mijoter. J'ouvre, j'augmente, je déplace, je change, je mélange. Grosso modo, le travail de la recherche, c'est cela. C'est-à-dire que vous partez chercher énormément d'informations et vous travaillez. Des bribes d'infos. Et vous ajustez, vous les mélangez, vous les mastiquez et parfois vous les laissez. Parfois pour rédiger un article, ça vous prend peut-être 6 mois ou 1 an. Parce que parfois vous laissez un article et vous commencez un autre pour avoir de la distance vis-à-vis de ce que vous avez eu à produire. Et après vous revenez et à la fin, vous soumettez votre article à un certain nombre de collègues. Parfois des linguistes, moi j'utilise beaucoup les linguistes pour la qualité de la langue, pour qu'ils m'aident à améliorer la qualité de la langue. Et puis j'utilise aussi des gens qui sont un peu plus âgés que moi, parfois qui m'ont enseigné, pour qu'ils regardent afin de donner un sens en me disant est-ce que c'est compréhensible? Parce que quand j'écris, je ne l'écris pas pour moi-même, j'écris pour les autres. Donc je veux avoir du français accessible, sujet, verbe, complément, et ne pas utiliser des gros mots pour ne pas faire du pédantisme. Je ne veux pas montrer en réalité que je connais et que les autres ne connaissent pas. Voilà, grosso modo, ce travail, ça m'a pris quoi? Je crois que j'ai travaillé pendant 1 année sur cet article et j'ai consulté énormément de mémoires. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait entre 1968 et 1977 énormément de mémoires de très bonne qualité. Malheureusement non connu, pourtant disponible. Je ne vais pas citer de noms pour ne pas oublier d'autres, mais je peux vous garantir que certains des mémoires que j'ai lus, qui ont été soutenus pour des 2S à Conakry, aujourd'hui vous pouvez les envoyer pour soutenir une thèse de doctorat, ce sera acceptable. Tellement il y a une richesse d'informations, il y a une qualité dans l'écriture et la méthodologie. Je sais que certains ont eu des consultants qui étaient de qualité
Quand vous avez Djibril Tamsirnian, Joseph Noël, Yolande comme consultant, vous avez la possibilité, ou alors Claude Rivière qui était là, vous avez la possibilité d'avoir du travail de qualité parce que vous avez quelqu'un qui va lire et qui va analyser et synthétiser votre travail. Bien. Alors, professeur, on va Sur la zone la plus cosmopolite. Ah, C'était une alors, question subsidiaire. Oui, alors, si vous voulez, aujourd'hui, au moment où nous parlons, oui, c'est la Basse-Guinée, la zone la plus cosmopolite. Mais en réalité, si vous prenez dans le microcosme dans le passé, c'est la zone de Koundara. Koundara. Oui, c'est-à-dire que vous avez là, à la fois les Bassari, les Badiaranké, les Konyagi, les Fulakunda, les Tanda et les Peul. Grosso modo, c'est difficile de rencontrer dans un endroit aussi restreint autant de groupes humains divers comme la zone de Koundara. Ça, c'est vraiment dans le passé. Aujourd'hui, c'est davantage la Basse-Guinée. D'accord. Parce que moi, j'avais la conviction comme quoi Mali, j'ajoute Yemberen pour qu'on se comprenne, Mali Yemberen était l'une des zones les plus cosmopolites, mais j'ai pensé aussi à Ourekaba, dans Mamou. Ah non, Mali Yemberen, en fait, vous avez quoi? Vous avez des... Comment ils s'appellent? Les Dialonké. Les Dialonké. Et puis vous avez les Peuls. En fait, comment on appelle, les Sarakolais que vous avez dans cette zone ne sont pas très nombreux. Vous avez les Dialonké, les Sarakolais, les Peuls, Voilà. voire même une bonne partie des Sénégalais d'origine. Oui, mais en fait, les Sénégalais d'origine qui sont venus dans la vague migratoire avec les Peuls D'accord. ont changé, se sont foulanisés. D'accord. Vous Et je peux partez même... dans Pita, la quasi-totalité des gens que vous voyez à Pita qui se disent bas n'étaient pas bas il y a cela 3 générations. Ah. D'accord. Ils ont changé de Il y a nom. quand même des bagas là-bas. Il y a des Thomas à Pita, plus précisément. Oui. Il y a beaucoup de Thomas qui sont barrés aujourd'hui. C'est comme à l'abbé. Il y a beaucoup de Diallo qui Alors- étaient Kissiens. Ah, oui, vous savez, je vais vous dire, c'est vrai que pour beaucoup de populations qui avaient été des populations serviles, lorsqu'elles ont été intégrées, elles ont changé de nom de famille. Mais par exemple, pour ce qui est des tout couleurs qui ont changé, elles n'étaient pas marginalisées. C'est qu'en fait, il y avait un système dans le Fouta théocratique qui faisait que chaque zone, si vous voulez exercer le pouvoir, il fallait porter un nom de famille donné. Ce qui fait que, par exemple, quand vous quittez le Timbo et vous partez dans le Labé, si vous voulez devenir chef, vous devez être Diallo. Ce qui fait que beaucoup ont changé. Dans le coin, il faut Exactement. être baldé. Exactement. Les gens ont changé. Moi, à 3 à 4 générations, la famille, ma mère était Bari. Il y a 4 générations, ils sont devenus Diallo en quittant le Dara pour aller s'installer dans le Gawal. Mais c'est quelque chose de très courant. Le Gawal qui relevait du Alfaya, donc il fallait être Diallo pour avoir le commandement. Vous savez, je dis souvent aux gens, vous savez quel est votre nom. Vous savez même quelle est votre ethnie. Vous ne pouvez pas savoir 2 choses. Quelle est l'ethnie de vos parents il y a de cela 4 ou 5 générations et quelle sera l'ethnie de vos descendants. Pour 4 futures générations. Pour 4 futures générations. En fait, on ne peut pas le savoir. En Guinée, il y a eu énormément de métissage, même si les gens ne le savent pas. Et beaucoup de gens que vous voyez en Guinée appartiennent à 2 ou 3 communautés ou parfois ont changé de communauté avec le temps. Les plus nombreux en Guinée sont manifestement les Sarakolais. Absolument. Les Sarakolais qui ont été absorbés chez les Malinké, les Kaba, les Yané. Les Diakanké sont... Non, pas les Diakanké. Oui, c'est ça. Les Diakanké sont des sous-groupes. Et les Dialonké qui ont été absorbés chez les Malinké, chez les Guerzé, chez les Peuls, chez les Soussous, sont devenus tous
des Soussous, des Peuls, et ainsi de suite. Alors qu'en réalité, ce sont des... Donc, les deux communautés ethniques les plus numériquement importantes en Guinée, ce sont les deux, les Sarakolais Et les Dialonké. Les autres, en réalité, sont des minorités qui ont absorbé d'autres. D'accord. Parce que, vous savez, en fait, le processus des groupes ethniques, c'est qu'un groupe ethnique naît, il se développe, Il disparaît. s'agrandit, s'atrophie, et un jour, il meurt. C'est comme ça la logique. Contrairement à ce que les gens pensent. Et quand quelqu'un vous dit que dans sa famille, ils n'ont jamais été métissés, vous dites oui, et dites-lui qu'il est issu d'une petite famille. Une famille importante se caractérise par le Le métissage. métissage. Professeur, vous avez parlé des Érécorés et ça nous intéresse parce qu'au moment des événements de 91, j'y étais au lycée. Donc, dans votre article, je ne sais pas si vous avez abordé, comment dirais-je, la région des Érécorés par rapport à... Non. L'idée, c'est pas les événements récents. Non, je sais, mais c'est voilà. juste parce que là-bas, il y a, C'est vrai que ça, il y a ça- des gens originaires de Beila qui sont aujourd'hui Mano ou Guerzé. Oui, professeur, ça peut ramener à cette question qu'on a proposée. On va citer d'abord une phrase et en arriver à un petit rappel de comment chaque région a été peuplée. Oui. Vous dites dans votre texte, ces mouvements migratoires enseignent que la plupart des populations qui vivent actuellement en Guinée ont trouvé d'autres populations Oui. qu'elles ont refoulées avant de se faire refouler par une autre vague migratoire. Oui. Chacune a été accueillie, tolérée et installée par la précédente, a collaboré avant de s'opposer à celle qui l'a précédée, l'a vaincue en attendant de subir le même sort plusieurs siècles plus tard par de nombreux arrivants. D'où De la nouveaux question, arrivants. Ouais, de nouveaux arrivants. D'où la question justement. Alors pouvez-vous nous résumer les peuplements successifs de la Haute-Guinée, de la Basse-Guinée, de la Moyenne-Guinée et de la Guinée forestière? Ah, cette question est impossible à répondre. Parce que tout le texte, c'est ça. D'accord. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut retenir. Le Sahara s'est asséché. Certains ont quitté. Chaque fois qu'un empire, un royaume, tombe, d'autres aussi migrent. Souvent, une frange, pas la totalité. Et par la suite, un autre jour, une autre frange. Ainsi de suite, jusqu'au jour où le colon est venu, a dit, les frontières là existent. Maintenant, vous êtes dans des pays. Mais si vous prenez la zone de l'Afrique de l'Ouest, c'est une zone de circulation des hommes et des idées. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, quand vous regardez les livres d'histoire, vous allez vous rendre compte que la migration, parfois, une population qui quitte le nord du Mali et qui descend vers la Guinée, peut à un moment donné retourner vers le fleuve Sénégal et comme retourner encore dans le nord du Mali. Certaines populations qui sont descendues, après ont continué le chemin. En fait, c'est un mouvement. Ce qui arrête le mouvement des populations, ce sont les forêts et l'océan. Lorsqu'une population migre jusqu'à arriver à l'océan, cette vaste étendue d'eau où il n'y a pas de fin, ou quand elle arrive à une forêt dense, elle est obligée de s'arrêter. Sinon, le mouvement migratoire, chaque fois que les populations ont eu des difficultés, à un moment donné ou à un autre, elles ont changé de localité. Quand vous prenez ce mouvement migratoire-là, grosso modo, on sait que du désert, les populations, celles qui ne sont pas remontées vers la Méditerranée, sont redescendues vers le sud. En descendant vers le sud, la zone en Guinée qui a été, si vous voulez, la zone de transit de pratiquement de toutes les populations, c'est le Fouta. Parce que c'est la porte par laquelle on arrive en Basse-Guinée. Et c'est en partie une porte où, à partir de laquelle on peut aller en forêt en Haute-Guinée. Alors que, quand vous descendez vers ce que l'on appelle aujourd'hui la Haute-Guinée, en fait, vous avez la possibilité soit de continuer vers le sud, soit de venir vers le Fouta avant de venir vers la Basse-Côte. Grosso modo,
tout ce mouvement, donc la zone vraiment qui a accueilli le plus grand nombre de populations à des étapes données, c'est particulièrement le Fouta. Et vous allez vous rendre compte que, par exemple, les Bagas ne sont pas venus en une seule vague. Il y a eu plusieurs vagues de Bagas. Les Nalous ne sont pas venus en une seule vague. Il y a eu plusieurs vagues de Nalous. Et ce n'est pas pour rien, quand vous partez, vous allez trouver qu'il y a plusieurs types de Bagas et ils ne s'entendent pas, ils ne se comprennent pas. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'une population migre, il va se créer une différence linguistique entre la population qui a migré et la population d'origine. C'est ce qui explique cette multiplicité de langues ayant la même famille linguistique. On dit, en Guinée, grosso modo, en Afrique de l'Ouest, vous avez deux familles de langues. La famille Mandé et la famille atlantique. Sur la foi des linguistes, ce que les linguistes disent, ils vont vous dire, la famille Mandé, c'est tous ceux qui, les Bambara, les Malinké, les Konyaka, les Gakanka, les Loma, les Pelé, les Soussou, c'est la famille Mandé. La famille atlantique, c'est les Toucouleurs, c'est les Peuls, c'est les Kissiens, c'est les Baga, c'est les Serer, c'est les Wolof, c'est la langue atlantique. En fait, si vous voulez, ce n'est pas la même langue, mais c'est la même famille linguistique. Voilà. C'est-à-dire, le fondement de la structuration de la langue est identique. Des racines sœurs. Exactement. Donc, ce mouvement-là, grosso modo, tout le monde sait en réalité, enfin, je pense que tout le monde devrait savoir qu'en réalité, ça bouge, ça change, ça se déplace. Si vous partez dans le Gawal, dans le Binani, vous allez trouver jusqu'à présent des endroits qui ont été habités par les Bagas et qui étaient des zones protégées à l'époque parce que c'était des zones de leur religion, donc des dieux. Et jusqu'à présent, si vous partez dans le Binani, on va vous dire n'allez pas là, ne touchez pas. C'est-à-dire que c'est resté une zone protégée parce que simplement on considère que c'est la divinité des Bagas à un moment donné. Et donc c'est comme ça que ce mouvement. Et si vous remarquez, vous allez vous rendre compte aussi. Et d'ailleurs, Kakone, c'est le nom des Bagas. Exactement. Kakone, c'est le nom des Bagas. Vous allez vous rendre compte que les chemins de migration de chaque population, c'est le chemin que d'autres populations vont utiliser. Si vous partez dans le Mali Mbérin, vous trouverez des signaux qui ont été installés par la population. Parce que quand elles viennent, si elles trouvent que c'est difficile de rester, il faut qu'elles retournent. Ouais. Okay. Donc, il y a des endroits pour ne pas se perdre. Exactement. Et si vous prenez ces routes migratoires, ce sont les mêmes routes migratoires qui ont servi à un moment donné à ce que, par exemple, les peuples descendent vers la côte pour acheter du sel et de l'autre. Et c'est les mêmes routes qui ont servi pour l'acheminement des esclaves. C'est les mêmes routes. Ce n'est pas les routes que vous avez aujourd'hui. Parce que dès qu'on parle ça, les gens voient la route nationale. Non, ça n'a rien à voir. La route nationale que vous avez, Conakry, Kindia, Mamou, c'est une route coloniale. Les routes migratoires sont des zones où il est relativement plus facile de circuler en grand nombre en ayant des bagages et des enfants. On dit historiquement que, par exemple, les Maninka Mori qui sont venus dans le Forécaria n'ont pas passé par Kindia, plutôt de Kankan Kissidougou, la Sierra Leone, et de la Sierra Leone vers Forécaria. En fait, il est plus facile, il est plus rapide de partir de Kankan vers Forécaria en passant par la Sierra Leone que de passer par la route de Kindia et tout ce qui s'ensuit. Malheureusement, les gens pensent que, bon, on a suivi, ce sont les mêmes routes. Bien. Mamou, par exemple, c'est une création coloniale. Mamou. C'est une création coloniale. C'est Timbo qui était la capitale. C'est le train. C'est à cause du train que Mamou a été créé. Et pour que les colons, pour faire vivre Mamou, ils ont déplacé l'administrateur colonial qui était à Timbo, à Mamou. Et parce que partout où le pouvoir va, les individus suivent. D'accord. Talibé est informé désormais. Il ne connaissait pas l'histoire. Non, pour peut-être enchérir sur la démonstration que vous venez de faire sur les groupes linguistiques transatlantiques et mandés, mais il y a aussi les groupes ethniques, les groupes communautaires. On parle souvent des paléo-soudanais et des néo-soudanais. Oui. Alors ça, je vais demander à mon ami linguiste de venir. Professeur Saliou ou l'autre, il ne faut pas que je me hasarde trop à
à pour être parler simple de ces... peut-être, voilà. les anciens Soudanais et les nouveaux Soudanais. Oui, vous Comment savez, est-ce je qu'on dis fait les souvent aux typos- gens, en matière scientifique, il faut savoir s'arrêter là où votre expertise s'arrête pour ne pas vous retrouver dans une situation où vous allez vous taper sur les doigts. Ok? Si sur les questions ethniques, je suis plus à même de parler plus que n'importe qui, puisque ma thèse a porté sur ça. Mais sur les questions liées à cheval entre la linguistique et l'ethnie, je préfère laisser mes collègues linguistiques en parler. Alors, professeur, pourquoi Peut-être cette question, professeur, moi j'aime bien rester dans votre texte. Oui. Vous dites que les Bambara et les Djalonké ont repoussé de la Haute-Guinée, ont été repoussés de la Haute-Guinée par les Malinké triomphants. Oui. En descendant plus au sud, les Malinké ont aussi repoussé les Loma dans le Kéroané et les Kélé dans le Beila. Oui. Repoussés par les Malinké, les Djalonké ont aussi sur leur chemin repoussé d'autres peuples qui habitaient le Fouta Djalon avant de subir le même sort avec l'arrivée du Peul islamisé dans la région. Oui. Ah, parce qu'en fait, il n'y a pas eu un Peul en Guinée, il y a eu plusieurs Peuls. Nous, là, ceux que vous avez devant vous, là, nous sommes les Peuls islamisés. C'est-à-dire nous sommes la dernière vague de Peuls ayant migré vers le Fouta. Avant nous, il y avait eu déjà d'autres. Koli Tengela a passé par là, avant d'aller dans le Fouta Toro et de créer Koli Tengela et Ba. Même s'il y a des discussions là-dessus, mais il est admis qu'en réalité c'est un Ba. Et c'était le fils d'un chef dans le Fouta Kingi. Badano Yanke. Voilà, il y a 3 Fouta, il y a le Fouta Djalon, le Fouta Toro et le Fouta Kingi. Fouta Kingi qui s'appelle aussi Machina. Le mot Machina en fait est venu avec l'islam en réalité. Fouta Kingi, Parce c'est que ça- l'ancien Fouta. Oui, c'est ça. Ok. Donc, en fait, ce passage que vous voulez lire, en fait, c'est simplement, c'est une illustration du processus par lequel, et vous savez, même aujourd'hui, ce mouvement-là n'est pas interrompu. Je vais vous donner un exemple. Ici, Demoudoula, ici. Pour ceux qui connaissent Conakry dans les années 1975, 76, 77, jusque dans les années 80, vous trouviez à Demoudoula, pour l'essentiel, des militaires forestiers qui étaient installés. Aujourd'hui, vous ne trouverez personne parmi eux. Ils sont tous déplacés. De là-bas, ils sont venus à Lambangui. Là aussi, il y a eu la pression démographique, ils sont partis. Allez-y à Zérekoré, vous allez vous rendre compte que le centre urbain s'est pratiquement vidé des Pelés. C'est davantage les Koniaka, les Malinké, les Peuls qui sont au centre urbain. Et ils vont toujours derrière. Là où on appelle Hamdallah aujourd'hui, vous savez quel était le nom? Maninkawondi. Que signifie C'était la zone d'habitation des Malinké. Il y avait beaucoup plus de Malinké là-bas. Quand les Peuls sont devenus nombreux, c'est eux qui ont mis Hamdallah. La mutation. Comprenez? Mais sinon, c'est Maninkawondi. C'est le premier nom de Hamdallah. Et si vous avez remarqué, jusqu'à présent, il existe une frange très importante de Malinké à l'intérieur de Hamdallah. Kankankura? Non. Non, Kankankura, c'est Taouya. Non, entre Hamdallah et Taouya, là-bas, c'est Taouya Lac, quelque chose comme ça. Petit lac. Petit lac. Oui, à Taouya, il y a par Hamdallah est exemple, concasseur. il y a un secteur malinké à Taouya, un secteur Peul, et les autres, ainsi de suite, bien spécifiés, entre Hamdallah et Taouya. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et la raison pour laquelle cette zone que vous avez là, sur la dorsale, la plus haute, pourquoi il y a beaucoup plus de Peuls que d'autres, en fait c'est très simple. C'est que quand la migration Peul a commencé à affluer, en fait, quand des populations arrivent, elles demandent toujours aux autochtones l'autorisation de s'installer. Ce sont les Bagas qui ont donné, de Kaporo, qui ont donné l'autorisation aux populations, aux Peuls qui étaient en migration, de venir s'installer sur cette zone, qui n'était qu'en fait qu'une montagne avec des animaux, une forêt. Ils se sont installés, et si vous avez remarqué, Hamdallah, c'est grosso modo beaucoup Pita. Oui. Et ils ont pris beaucoup de noms de Pita, ils sont venus installer. Parce que vous savez, les peuples n'ont pas beaucoup d'imagination.
C'est-à-dire que quand elle quitte un endroit, elle va à un autre endroit, elle reproduise le nom Même du schéma. village du point de départ. Ce qui fait que quand on veut faire l'analyse de la migration des populations, on regarde les noms. Comme Bomboli. Voilà. Si vous partez par exemple à Mali-Mbérin, vous venez par exemple à Bofa, vous allez trouver les mêmes noms que vous avez trouvés à Mali-Mbérin qui se retrouvent au niveau de Bofa ou de Dubreka. En fait, c'est parce que les populations en migrant viennent avec les noms et quand ils s'installent, ils remettent le même nom. Il nous reste une minute pratiquement. Docteur, peut-être pour Mohamed, pour conclure, vous voulez dire qu'en réalité, on n'a pas à se Plaindre de à se l'ethnocentrisme. plaindre parce que d'un siècle à un autre, on est tous venus d'ailleurs, de quelque part. Oui, à un moment donné. Et on est tous métissés. Oui, la question est de savoir toujours à partir de quand on va commencer à mettre la barrière. Si on fait à une génération ou à 2 générations ou à 3 générations, on inclut certains, on exclut d'autres. Moi, par exemple, j'ai cherché, histoire de vérifier, je trouvais que le premier de ma famille qui est arrivé ici, et entre lui et moi, il y a 10 personnes. Bien. Voilà, et j'ai donné la liste de toutes les personnes. Il doit être venu de Bambari. Vous connaissez le Basikolo? De Bambari dans Mali. Oui, on est venu de Bambari. Alors la dernière question. Vous connaissez le Basikolo? Pas beaucoup. Bien. Bon. C'était bon. Alors monsieur, Parce que c'est une invention récente. Oui. Par rapport La au toute Bagatai, dernière c'est une question. invention récente. Professeur, On est malheureusement oui. pris par le temps. Alors, professeur Bano, pourquoi avoir conclu cette phrase? Nous venons de terminer un compte rendu de lecture sur la mise en place des populations guinéennes. Nous n'avons que le mérite de la patience et de l'écriture. Et l'autre question subsidiaire, est-ce qu'on peut se dire en fin de compte que la Guinée est-elle une famille? Alors, je vais répondre la première et après la deuxième. En 30 secondes. En fait, j'ai voulu rendre à César ce qui appartient à César. Moi, je ne suis pas parti sur le terrain. J'ai lu des mémoires, j'ai travaillé là-dessus. J'ai voulu rendre à ceux qui ont fait ce travail le mérite d'avoir fait ce travail. En fait, je ne veux pas m'attribuer quelque chose qui n'est pas de ma capacité, de ma force. Deuxième des choses, alors, il faut changer la définition du mot famille. Si l'on veut dire que la Guinée est une famille, il faut définir différemment la famille. Nous n'avons pas des liens de sang. Tout le monde n'a pas des liens de sang. Mais ce qu'il y a de commun entre nous est beaucoup plus important que ce qui est différent. Le mariage est l'élément fondamental de la procréation. 2, nous sommes des populations de croyance. Que ce soit en religion musulmane, chrétienne, nous sommes des populations de croyance. Nous favorisons la solidarité. Et en fin de compte, nous sommes des populations profondément humaines. Il ne faut pas regarder Conakry. Conakry se déshumanise de jour en jour. Mais les populations guinéennes, pour l'essentiel, allez-y dans un village, vous allez vous rendre compte que nous sommes profondément des humains. Bien. Docteur ou professeur Amadou Bano Bari, enseignant-chercheur sociologue, la parole aux intellectuels, c'est aussi notre devoir, éduquer, pas que polémiquer. C'était tout pour notre numéro du jour. À demain pour la suite de l'aventure. Vous êtes Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.